Si vis pace para bellum, si tu veux la paix, prépare la guerre. Si on parle de ce principe depuis plus de 2000 ans, c'est parce qu'il est toujours valable. Et quand on se trouve à proximité d'une guerre, c'est aussi urgent. C'est le cas de la Roumanie en raison de la guerre que la Russie mène dans l'Ukraine voisine. Mais la Roumanie n'est pas toute seule face à ce défi de sa défense. Nous sommes dans l'OTAN et les principales bases militaires roumaines accueillent des soldats français, américains, allemands, italiens, belges et autres, tout un éventail de nations qui composent l'Alliance euro-atlantique. Il y a urgence. Et quand l'urgence est là, il vaut mieux mettre en place une unité spéciale prête à intervenir rapidement en cas d'attaque sur le territoire roumain, qui est celui de l'OTAN. Cette unité existe et elle a à sa tête un général français. La Roumanie accueille déjà 1 millier de soldats français sur son territoire et quelques autres milliers vont les rejoindre au fil du temps. La France a envoyé aussi en Roumanie ses chars très puissants, les Leclerc et le système de défense Mamba. Le dispositif militaire français s'ajoute à la présence militaire américaine qui dispose, elle, d'un bouclier antimissile. L'unité d'intervention rapide dirigée par la France est la clé du système de défense de l'OTAN en Roumanie. Nous avons invité dans le podcast Nous venons du futur le général qui a la charge de cette unité. Loïc Girard, bienvenue dans le futur. Bonjour Mirel. Quelle est ta mission en Roumanie? Tu es arrivé il y a un certain temps déjà, tu commences déjà à t'habituer à ce pays. Comme ça, une question directe, frontale, qu'est-ce que tu fais ici? Je fais beaucoup de choses ici. Voilà. Donc je vais essayer d'être court et synthétique. Merci tout d'abord de ton invitation, Mirel. D'une part, tu m'avais déjà invité préalablement sur RFI, une interview passionnante, une conversation à l'époque. Puis tu m'avais invité à l'inauguration de ce Marcom Hub. J'avais été très honoré de pouvoir participer au lancement de ce beau projet. Et nous avions pris date à ce moment-là pour que je puisse revenir ici, inaugurer ou en tout cas participer à l'émergence de ce nouveau média. Et je suis très honoré d'être présent aujourd'hui. Je suis arrivé au mois d'août dernier, donc ça fait maintenant quelques mois, qui me donne un peu de recul par rapport à la situation locale. Et j'ai aujourd'hui 2 missions ici en Roumanie. La première, je suis adjoint d'une division multinationale, ce qu'on appelle la division multinationale Sud-Est à Bucarest, qui est une grande unité de l'OTAN. Une division, pour donner un ordre d'idée, c'est ce qui est capable de commander environ, on va dire, 20 000 personnes, 20 000 militaires. Donc c'est quand même une unité très importante, mais une unité tactique. Voilà, dédiée au terrain, dédiée à l'opérationnel. Ça, c'est ma première mission. Elle m'occupe beaucoup et elle me permet d'être dans la chaîne de commandement de l'OTAN, qui est aujourd'hui l'organisation qui régit en fait l'engagement des troupes qui sont celles en Roumanie. Et ma deuxième mission, je suis ce qu'on appelle en langage otanien SNR, Seigneur National Représentative, France, c'est-à-dire que je suis responsable des militaires français. Tu as eu l'occasion de l'évoquer au cours de ton introduction. Il y a pas mal de militaires français en Roumanie, de tout type. Ça va des systèmes de protection solaire jusqu'en effet aux chars de combat. Voilà. Et donc je suis responsable en fait de toutes ces unités-là, quel que soit leur type, quel que soit leur nombre et quelle que soit leur mission ici en Roumanie, sous le drapeau de l'OTAN. La présence française en Roumanie est déjà importante. Est-ce qu'on aura d'autres soldats qui vont arriver, des équipements? D'après ce que j'ai entendu dire, ces effectifs vont monter. La présence militaire française deviendra vraiment significative dans ce pays. Oui, la présence française est importante parce que la France joue un rôle particulier en Roumanie dans le cadre de l'OTAN, avec la fonction qu'on appelle nation cadre. La Roumanie, forcément, est la nation hôte, la nation qui accueille. Mais dans l'organisation de l'OTAN, il y a, dans chacun des pays, en tout cas sur le flanc Est, des nations cadres, c'est-à-dire des nations qui s'engagent finalement à coordonner, à piloter et à rassembler tous les contingents étrangers, multinationaux, sous la bannière de l'OTAN. Donc la France joue ce rôle très important ici en Roumanie. Dans le cadre de ce rôle-là, le dispositif militaire qui est celui de l'OTAN en Roumanie est assez important. Tu as cité 1000 soldats français, il y en a un peu plus en fait, de manière permanente. On peut partir d'un plancher de 1200 et il y a en permanence des missions temporaires, des missions un petit peu discontinues qui, dans un certain nombre de domaines, viennent en Roumanie en complément de ces 1200 militaires français. Ces 1200 militaires français, ils ne sont pas seuls, puisque si je prends l'exemple du bataillon, ce qu'on appelle le battle group, l'espèce de gros régiment qui est à Chinku aujourd'hui en Transylvanie, qui est un peu la base principale des troupes de l'OTAN et avec là où il y a le maximum de militaires français, nous accueillons sur cette base roumaine évidemment des militaires roumains,
ça va sans dire, mais également des militaires belges, des militaires luxembourgeois, demain des militaires espagnols de manière permanente, et puis tous les contingents, tu en as cité quelques-uns au cours de ton introduction, tous les contingents multinationaux de l'OTAN présents en Roumanie et qui viennent s'entraîner à Șincu, qui est le plus grand centre d'entraînement de l'armée roumaine. Donc finalement, une présence militaire d'ores et déjà très importante. C'est intéressant cet aspect de diversité, de nations. J'étais curieux de savoir comment ça se passe parce que finalement chaque pays a ses particularités, chaque armée a ses particularités. Mais là, vous êtes ensemble au sein de l'OTAN. Comment ça se passe? Comment vous négociez avec toutes ces armées qui ont chacun peut-être leur particularité? Oui. Alors, dans le métier militaire, on a coutume de dire qu'il y a deux langues. Il y a la langue nationale, c'est-à-dire celle qui est très largement partagée au sein du monde militaire, hein. Voilà, les médecins d'un pays sont compatibles d'une manière générale avec les médecins d'un autre pays, même s'il y a forcément des différences certainement dans la manière de traiter la chirurgie ou autre. C'est pareil, voilà, il y a un langage comme militaire commun très largement partagé et qui s'est fondé toutes ces dernières années par la participation à des missions communes. Des missions évidemment dans la partie subsahélienne, missions en Afghanistan, missions dans les Balkans si on remonte un petit peu plus loin. Donc il y a déjà une convergence native du métier militaire et cette convergence en plus s'est renforcée avec les années passées par ces missions communes. Et puis il y a la deuxième langue qui est celle que j'appelle l'interopérabilité, qui est en fait le langage majeur qui doit nous permettre de travailler ensemble. Et c'est pas forcément évident parce que on n'a pas forcément les mêmes moyens de communication, on n'a pas forcément la même langue, là pour le coup la langue de travail, on n'a pas forcément les mêmes procédures. Et donc pour répondre à cette langue aujourd'hui, dans l'OTAN en général et en Roumanie en particulier, il y a tout ce que l'OTAN met en œuvre et qui nous permet, et c'est une grande part de notre travail quotidien, qui nous permet de travailler ensemble, de travailler cette interopérabilité. Le premier degré de l'interopérabilité, c'est la langue, à proprement parler, c'est l'anglais. Voilà. La maîtrise de l'anglais, ou en tout cas au niveau militaire, permet de communiquer ensemble. Après, l'OTAN édicte un certain nombre de procédures, d'ordres, de canevas, qui sont partagés entre les armées occidentales, en tout cas entre les armées membres de l'OTAN, et qui permettent très rapidement de concevoir des ordres, de planifier, de donner ces ordres, hein, et de s'assurer qu'ils soient bien exécutés, que l'information remonte dans le sens inverse, etc. Voilà. Donc ça, c'est un canevas. Et puis le dernier degré, une fois qu'on parle anglais, une fois qu'on partage ces procédures communes, c'est l'entraînement commun. C'est-à-dire sur le terrain, mettre des contingents ensemble, des chars roumains, des chars français ensemble, et leur permettre voilà, de pratiquer cet entraînement commun et au travers de la réalité, hein, ce qu'on appelle le boots on the ground en anglais, à travers de la réalité du terrain et de la confrontation de ces unités entre elles dans le cadre d'un entraînement, permettre d'entretenir, en tout cas d'améliorer cette interopérabilité. C'est au travers de tous ces prismes que l'on peut arriver aujourd'hui avec des pays différents, avec malgré tout quelques cultures différentes, à travailler ensemble et à travailler ensemble plutôt efficacement, même si, hein, je ne peux pas te le cacher, ça demande un effort permanent, un effort constant, un effort renouvelé. J'ai mentionné dans l'introduction le système Mamba. Peut-être que les gens qui nous écoutent ne savent pas ce que c'est que ce système. Ils ne sont pas tous des spécialistes militaires. Tu pourrais nous expliquer un peu qu'est-ce que c'est que ce système? Alors, le système Mamba, c'est un système de défense solaire, un système complet, on pourrait dire, qui est capable à la fois de détecter au plus loin avec un certain nombre de radars, d'identifier, parce que l'identification est importante, pour savoir si c'est par exemple un aéronef hostile ou à l'inverse, non, un avion de ligne, hein, tout simplement. Identifier, et puis, au bout du bout, si c'est le choix qui est fait, la décision qui est prise, d'ouvrir le feu pour voilà, détruire une menace qui viendrait du ciel. Et c'est un système assez efficace, qui permet de voir assez loin, et qui est installé aujourd'hui en Roumanie depuis 1 an et demi maintenant, sur la côte est de la Roumanie, et c'est un système français, en l'occurrence, en tout cas de conception multinationale, mais le système qui est actuellement en Roumanie, c'est un système français, et qui est intégré dans la protection de l'espace aérien roumain aujourd'hui, qui est un espace aérien souverain, dont la décision, j'évoquais une décision de tir éventuelle, revient aux autorités roumaines. Mais il y a ce système-là qui assure de manière assez complète la partie surveillance
détection, identification et aptitude au tir, voilà, capacité opérationnelle. Voilà, c'est un système très important. Technologiquement, je sais que tu es très féru de technologie, très abouti au niveau technologie, et capable de faire face à tout type de menace qui viendra du ciel. Puisque tu as évoqué la technologie, en général, est-ce que ces nouvelles technologies ont eu un impact majeur sur l'armée aussi, sur les équipements, sur la façon de travailler dans l'armée? Parce que dans les domaines civils, on a un petit tsunami technologique qui arrive. Hein. Oui. Ce qui est vrai, c'est que depuis la nuit des temps, voilà, aussi loin que l'histoire remonte, la chose militaire a été un vecteur d'innovation extrêmement important. On le voit dans l'histoire militaire, hein, ne serait-ce que la technologie, d'une part pour créer des armes, et d'autre part pour s'en protéger. Voilà, deux volets quand même assez importants de l'innovation dans la partie défense, a été un moteur très fort d'innovation technologique qui ont eu toutes ces innovations, pour la plupart d'entre elles, des fonctions, ce qu'on appelle les fonctions duales, c'est-à-dire des implications dans le civil de manière très précise, de manière très importante, et qui, même si à l'origine c'était une technologie militaire, donc on pourrait penser pas forcément très positif, ne serait-ce que quand on parle de faire la guerre ou d'avoir la capacité de se défendre, mais qui malgré tout ont eu des effets extrêmement positifs. C'est le cas de la médecine, quelque chose de très connu avec la médecine d'urgence, où les technologies de pointe, les technologies militaires qui permettent de sauver des vies aujourd'hui, depuis toujours d'une manière générale, hein, mais aujourd'hui encore plus avec l'accélération technologique que tu évoquais ou que tu rappelais aujourd'hui, le foisonnement technologique permet aujourd'hui de faire des miracles et d'arriver à sauver des vies, ce que nous ne pouvions peut-être pas faire dans des conditions comparables il y a quelques années. Des choses très connues, la conquête spatiale repose sur à l'origine des vecteurs militaires qui ont permis des vecteurs civils, des fusées, des navettes, et puis de se projeter dans l'espace et d'ouvrir cette porte vers le futur, vers voilà, un monde extraordinaire de découverte qui est celui de la conquête spatiale encore aujourd'hui. Il y a un exemple, là, pour le coup, qui est peut-être plus connu parce qu'il est évidemment très partagé, celui d'Internet, qui reposait à l'origine sur de la technologie militaire, messagerie américaine, qui aujourd'hui, bien sûr, n'est évidemment plus depuis très longtemps une technologie militaire, mais qui trouve son origine dans une application au départ, dans une innovation au départ militaire. Donc les armées ont toujours été voilà, à la pointe de la technologie dans tous les domaines, hein, ou dans beaucoup d'entre eux. La science que j'évoquais, la partie tissu, c'est-à-dire la capacité que les tissus ont à être légers, à pouvoir être protégés du feu, par exemple, pour les équipages qui servent dans des chars, par exemple. Voilà, tout ça, c'est des choses qui sont des technologies duales, qui peuvent servir après pour les pompiers, qui peuvent servir pour les urgentistes, les personnes qui sont amenées à s'engager dans des circonstances difficiles. Voilà, le secteur militaire, le grand froid. Voilà, en France, la partie chasseurs alpins, c'est-à-dire les unités de montagne, travaille beaucoup sur la technologie de la protection du froid, et ça sert également toutes les expérimentations qui sont faites, notamment en termes d'équipement, servent après voilà, les alpinistes civils, les gens qui sont amenés à s'engager dans l'aventure polaire ou autre. Voilà. Donc on pourrait prendre comme ça beaucoup d'exemples de secteurs qui sont touchés par cette innovation technologique qui à l'origine soit trouve son origine, comme je viens de le dire, dans le monde, dans l'innovation militaire, soit est accompagnée ou amplifiée, on va dire, par la technologie à l'origine militaire. Je me suis toujours demandé pourquoi en Israël on a un tel nombre de licornes. Et je pense que les pays qui sont en situation de danger un peu permanent, dans une logique de survie, sont beaucoup plus créatrices, beaucoup plus innovantes dans le domaine militaire. Et ensuite, on ressent cet effet de l'innovation dans le domaine militaire dans la vie civile. C'est vrai qu'en Israël, ils sont quoi, dans les 10 millions d'habitants et ils ont presque une centaine de licornes. En France, on en a une trentaine, je crois. En Roumanie, 6 ou 7. Donc, on sent cette proximité du conflit, du danger, les menaces, ça te fait bouger, quoi. En Roumanie, on a proximité d'une guerre qui est à quelques centaines de kilomètres des frontières roumaines. Comment un pays comme la Roumanie, paradoxalement, peut profiter aussi, transformer en opportunité cette menace? Parce qu'on voit
des investissements d'entreprises présentes en Ukraine et en Russie qui viennent en Roumanie maintenant et en Pologne aussi. On voit tout un essor dans les nouvelles technologies en Roumanie. On sent une sorte d'effervescence économique qui est due paradoxalement à cette menace. Comment on peut se situer dans ce contexte géopolitique sans entrer en politique? Mais est-ce que la menace peut être transformée paradoxalement en une opportunité pour le développement d'un pays? Alors j'essaierai peut-être, bon, c'est une question quand même très, très large, très ouverte, mais très actuelle hein, malgré tout. Hein. Tu as bien raison de la citer. Je reviendrai tout d'abord à ce que j'estime être quelque chose de fondamental, les fondamentaux. J'ai en tête quelques discours fondateurs du général de Gaulle après la Deuxième Guerre mondiale, au moment où il y a une phase justement de paix, après une phase évidemment tragique, et surtout une aspiration à la paix. Ce sont toujours des phases très, très, très fortes, hein, après chaque période de guerre. Et au travers d'un certain nombre de discours fondateurs, il a rappelé des choses qui font résonance aujourd'hui, qui sont toujours d'actualité, qui le seront, je pense, malheureusement toujours. Hein. Et il disait, en particulier dans un de ses discours fondateurs, dans les discours de Bayeux, qu'on appelle les discours de Bayeux en France, la défense, c'est la première raison d'être de l'État. Il ne peut exister sans elle. Alors, une fois qu'on a dit ça, au regard de la situation d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on peut le traduire? Ça veut dire qu'en fait, je pense que pendant quelques années, il y a eu une très forte aspiration à la paix en Europe, notamment après la chute du mur de Berlin. Et peut-être que, durant toutes ces années, cette forte et légitime aspiration à la paix a fait que le côté défense est peut-être passé au second ou au troisième plan. Aujourd'hui, depuis 2022 et peut-être plus encore depuis 2014, puisqu'en fait c'est à partir de 2014 vraiment qu'on peut dire que la situation a vraiment changé sur la partie orientale de l'Europe avec la première invasion de l'Ukraine et de la Crimée en particulier, et qu'il y a eu cette prise de conscience. Tout d'abord, ça passe par un rattrapage, c'est-à-dire qu'en fait cette aspiration légitime à la paix que j'ai évoquée a eu certainement comme conséquence dans un certain nombre de pays le fait que la défense que j'évoquais peut-être était moins traitée ou pas assez traitée par rapport aux besoins qui étaient le sien. On a peut-être baissé la garde, hein, tout simplement, mais avec des aspirations à la paix très fortes qu'on pouvait comprendre après la période qu'on venait de traverser de guerre froide, qui était comme une période de forte tension. Et donc ça passe pour moi d'abord par un rattrapage. Donc là, je ne sais pas si je parlerai d'opportunité, mais peut-être de conséquences. Et une des premières conséquences de cette guerre, et de cette guerre proche, c'est peut-être de nous refaire prendre conscience que la guerre est possible, que la guerre n'a jamais été quelque chose de définitivement terminé, malheureusement, hein, définitivement d'achevé. C'est un débat très philosophique quelque part, hein, de temps long dans l'histoire de l'humanité, voilà, avec un rappel un peu douloureux avec cette crise en Ukraine aujourd'hui, qui nous fait prendre conscience que voilà, on a besoin de ce rattrapage. Et aujourd'hui, moi, ce que je constate dans ces séquences-là, notamment depuis 2014, et plus encore depuis 2022, avec le contingent, par exemple, militaire de l'OTAN, dont on parlait tout à l'heure, qui va croissant sur le flanc Est et en Roumanie notamment. Voilà, c'est une des conséquences, c'est cette reprise de conscience de la population, des dirigeants, du fait que pour avoir la paix, il faut avoir une défense, forte, il faut être capable de dissuader, il faut être capable d'avoir des frontières solides, d'avoir une population intimement convaincue que la paix passe par cette défense forte. Donc vraiment, c'est plus pour moi une conséquence qu'une véritable opportunité, même si en tant que militaire, on est évidemment très convaincu dès l'origine de toutes ces choses-là, très attaché à ces choses-là, et très attaché à les rappeler aussi, c'est notre rôle hein, en tant que soldat, de les rappeler aux autorités politiques, de rappeler aux populations qu'on a aussi notre rôle à jouer au profit de nos pays respectifs et au profit de l'alliance dans laquelle on sert l'OTAN. Le rapport avec la Roumanie. Tu es arrivé pour la première fois dans ce pays.
Je suis curieux de savoir les réactions de tes amis en France quand ils ont appris que tu allais partir au fin fond de l'Europe, en Roumanie. Il faut quand même le dire, la Roumanie a encore une image plutôt négative dans la presse occidentale. Elle est en train d'être corrigée en ce moment, mais ça prend quand même quelques années avant que la presse rattrape la réalité d'un pays. Et j'étais curieux de savoir parce que j'ai plein d'amis français qui arrivent ici ils ont un peu peur et puis ils découvrent un pays qui n'a rien à voir avec l'image qu'ils avaient. Et pour toi, comment ça s'est passé? Alors j'ai eu en effet pas mal de réactions quand j'ai annoncé à ma famille ou mes amis que je partais en Roumanie. Et puis comme c'était la période estivale, voilà, j'ai rencontré beaucoup de monde, donc c'était assez intéressant de ce point de vue-là. On va dire que j'ai eu 3 types de réactions. La première, le constat, c'est que la Roumanie, en effet, comme tu le disais, n'est pas très connue, finalement. Ou alors, si elle est connue, c'est vraiment par touches successives historiques. Hein, par exemple, la période Ceausescu, le fait que Ceausescu ait eu cette très grande visibilité internationale à son époque, et puis jusqu'à sa chute, qui a été très médiatisée, ça a marqué les gens, donc ils ont conservé cette image-là, entre autres, hein, mais il n'y a pas que ça. Donc il y a eu tout d'abord une première catégorie de personnes qui connaissaient la Roumanie, une minorité, hein, très honnêtement, et qui étaient plutôt très heureux pour moi, qui me félicitaient d'aller en Roumanie, qui me disaient « tu verras, c'est super, Bucarest, tu verras, c'est super, la Transylvanie », voilà, avec leur degré de connaissance de la Roumanie. Voilà, une minorité. Et après, majoritairement, 2 grandes catégories de population. Ce que tu évoquais, ceux qui connaissent peu ou mal la Roumanie et qui voient ça comme un pays finalement assez lointain, y compris même dans l'histoire. Hein, j'ai évoqué la période Ceausescu, et qui en effet me disaient « Ah, c'est étonnant, pourquoi tu pars là-bas? Mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais qu'est-ce qu'il y a en Roumanie ?» Voilà. Quelque chose que je mettrais plus sur la méconnaissance de la Roumanie. Et puis dernière réaction à laquelle j'ai été confronté, c'est évidemment celle qui est directement liée à la crise en Ukraine, où les gens, en sachant évidemment que j'étais militaire et que je partais en Roumanie, donc je partais dans un pays qui avait une frontière avec l'Ukraine en particulier, voilà, étaient un peu presque inquiets pour moi. C'est-à-dire, vu du journal de 20 h en France, le conflit en Ukraine, c'est une chose, ça ne rend pas les choses plus agréables pour autant. Mais savoir que voilà, un de leurs amis, un de leurs cousins va finalement à proximité géographique de cette guerre, hein, de ce conflit, puisqu'il faut appeler les choses par leur nom, de ce conflit ukrainien, voilà, ils étaient inquiets pour moi, presque. Ils disent mais qu'est-ce que tu vas faire là-bas? Mais c'est dangereux, mais c'est la guerre, etc. Voilà, donc 3 types de réactions finalement très différents, avec 2 réactions principales. Hein. À nouveau, une réaction fondée sur la méconnaissance et finalement le mystère que peut représenter la Roumanie aujourd'hui, et puis l'autre, vraiment, peut-être les plus nombreux, le lien avec la guerre en Ukraine, et le risque potentiel que cela pouvait représenter de venir en Roumanie quand on est en France aujourd'hui. En arrivant ici, c'était quoi tes premières impressions, ton premier contact avec le pays, ça donnait quoi? Alors déjà, il faisait très chaud, je suis arrivé au mois d'août. Et c'était très, très, très agréable parce que je venais d'un été en France pourri, on peut le dire, où il pleuvait tout le temps, donc je suis arrivé beau temps, donc vraiment dans de très, très bonnes conditions. Et après, le premier vrai contact, hein, parce que la partie météorologique, c'est un peu anecdotique, mais le premier vrai contact, c'est avec les Roumains avec lesquels je travaille, parce que je suis arrivé tout de suite, je me suis mis, enfin voilà, tout de suite j'étais plongé dans mon travail. Et je travaille dans un état-major de l'OTAN, un état-major multinational avec une quinzaine de nationalités de l'OTAN représentées, mais malgré tout, la grande majorité des personnes qui travaillent, militaires et civiles d'ailleurs, ce sont des Roumains. Voilà. Et dans mon environnement immédiat, il y a majoritairement des Roumains. Donc mon premier contact avec la Roumanie, c'était voilà, de travailler au jour le jour avec ces gens-là. Et j'ai encore en tête mes premiers jours et mes premières semaines, et j'étais frappé de voir comment ces personnes-là étaient extrêmement accueillantes. Mais
dans des proportions que je n'avais pas d'idée préconçue du tout. Hein. C'est-à-dire que j'arrive, voilà, je pense que les choses se font un peu mécaniquement. On arrive, on a un nouveau poste, nouvelle fonction dans un nouveau pays. Ben, en fait, voilà, il va y avoir une partie un peu initiatique, une partie préparatoire assez importante. Et en fait, cette partie-là a été très courte parce que les personnes qui travaillaient autour de moi, roumains, militaires et civils, encore une fois, s'ils m'entendent plus tard, ils vont sans doute rougir, mais étaient extrêmement accueillants, et pas seulement sur le plan professionnel, sur le plan personnel. Ils donnaient à mon accueil une dimension bien plus personnelle, bien plus familiale. Hein. Encore une fois, j'utilise ce terme à dessein, avec une disponibilité de tous les instants, une très forte attention pour faire en sorte que mon arrivée en Roumanie, mon installation soit la plus rapide et la plus efficace et la plus confortable possible. Voilà, je pourrais donner des tas d'exemples. C'est la manière qu'ils m'aidaient, ils m'ont demandé à m'installer le jour de mon déménagement. Enfin voilà, des tas de choses qui m'ont vraiment touché. Donc ça, c'était vraiment la première image que je garderai de la Roumanie. Je n'ai pas la prétention de connaître évidemment tous les Roumains, mais ce côté très, très, très attentionné dont j'ai bénéficié dès mon arrivée et sans savoir vraiment dans quoi je me lançais en arrivant, et avec des gens avec qui j'ai, voilà, encore aujourd'hui dans mes relations de travail quotidiennes, des rapports très simples, très chaleureux, et au final, là pour revenir sur la sphère professionnelle, très efficace, puisque quand on travaille dans de bonnes conditions comme celles qui sont les miennes aujourd'hui, et l'accueil dont j'ai bénéficié, voilà, c'est extrêmement favorable. Et aujourd'hui, ça me permet de me réaliser dans mon métier. La relation franco-roumaine a une longue histoire, elle a plusieurs volets, plusieurs niveaux. On a une coopération au niveau diplomatique, au niveau économique. Il y a plein de projets entre la France et la Roumanie. Et maintenant, on a le volet militaire. On avait des coopérations de type militaire, mais à proximité de la guerre d'Ukraine, toute cette coopération a pris un autre poids. Comment on vise cette coopération militaire dans un dispositif, dans une relation qui a une longue histoire, assez passionnelle d'ailleurs, hein, tout au long de l'histoire? Ça fait quand même plus de 150 ans que la France et la Roumanie font des choses ensemble. C'est vrai, tu as raison de souligner cet aspect historique parce qu'il est très fort, même s'il a été discontinu, puisqu'évidemment il y a eu la période communiste. Je perçois encore aujourd'hui, notamment depuis mon arrivée, puisque je l'avais pu le lire, mais c'est encore mieux de le constater une fois qu'on est dans le pays au contact des Roumains, la profondeur de cette relation historique et notamment militaire. Puisqu'au XIXe siècle, on va dire que le début de cette relation, même si on pourrait, toujours difficile de trouver une origine en particulier, elles sont souvent multiples, et on peut remonter dans l'histoire souvent très en arrière, mais en fait c'est vraiment le lien très fort qu'il y a eu d'emblée entre Napoléon III et les principautés de Roumanie au XIXe siècle, et notamment à partir de la guerre de Crimée en 1854. Ça a été vraiment l'élément déclencheur, mélangé entre à la fois l'émergence d'un sentiment national roumain très fort et la volonté de constituer un pays à part entière, et puis une relation bilatérale avec la France très forte au travers de Napoléon III, et une relation qui s'est poursuivie à plusieurs reprises, puisque le premier roi de Roumanie, Charles Ier, Carole Ier, voilà, a été... La France a joué un rôle important pour permettre l'arrivée de ce roi-là, qui avait été choisi par les Roumains, hein, donc c'est à double action. Et puis l'autre élément fondateur de cette coopération militaire historique, c'est bien sûr la Première Guerre mondiale. On a été des alliés très très proches. Il y a une coopération militaire, une mission militaire très forte qui a été envoyée en Roumanie, avec à sa tête un général Berthelot, général qui est très 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 connu en Roumanie, qui l'est moins en France. Donc j'ai en tête... quand je reviendrai en France, la possibilité de lui donner un éclairage supplémentaire quand on voit l'importance qu'il a eue dans cette région, quand on voit l'importance qu'il a eue dans la relation franco-roumaine, quand on voit l'importance qu'il a eue dans l'histoire militaire franco-roumaine, avec une mission très importante qui a été mise en place à partir de 1916, qui a, on va dire, travaillé en étroite coopération avec l'armée roumaine, pour permettre aux deux contingents d'être les plus efficaces possibles contre la menace de l'époque, la menace austro-hongroise d'une part et allemande d'autre part, avec des belles victoires, en 1917 notamment.
Et puis une deuxième partie de cette mission de coopération militaire qui est revenue en 1918 à la faveur de la reprise de la guerre dans cette région et voilà, jusqu'à la victoire finale, et qui a accompagné aussi la Roumanie dans une période un peu mouvementée qu'on connaît moins, puisque on a l'habitude de dire que la Première Guerre mondiale c'était 14-18, mais de fait, avec la chute d'un certain nombre d'empires centraux, la guerre s'est prolongée quelque part, les troubles se sont prolongés bien au-delà, jusqu'en 1919 au moins. Et donc les troupes militaires françaises, présentes ici avec la mission du général Berthelot, avec l'armée roumaine, qui était importante et qui était victorieuse à l'époque, en 1918, il faut le rappeler, voilà, ont contribué à la stabilité de cette région jusqu'en 1919, après la chute des États centraux. Et puis ce général Berthelot, dont l'anecdote, voilà, il y aurait beaucoup d'anecdotes à raconter, mais qui s'est vu offrir par le roi Ferdinand une maison dans un village qui, une fois qu'il a acquis cette maison, en tout cas ce cadeau, de la part du roi de Roumanie, le village a décidé de prendre le nom du général Berthelot et de s'appeler village Berthelot, nom qui subsiste encore aujourd'hui en Roumanie. Et ça fait partie des choses que j'ai prévu d'aller voir dans les prochains mois, d'aller me rendre dans ce village Berthelot, voilà, un peu comme un lieu de mémoire de cette coopération historique franco-roumaine. Et puis aujourd'hui, pour faire le lien évidemment avec la situation actuelle que l'on connaît, je vois mon rôle et je vois le rôle des militaires français ici, sous drapeau de l'OTAN, puisque bien sûr on est là dans un cadre aujourd'hui plus multinational que bilatéral, comme ça a pu être le cas par le passé. Voilà, c'est de plonger nos racines historiques, d'effectuer une forme de continuité avec ces premiers engagements depuis le 19e siècle jusqu'au début du 20e, jusqu'à aujourd'hui, et qui sont dans la mémoire des militaires roumains. J'ai énormément, je veux dire quotidiennement, en permanence des échanges avec des militaires roumains, avec des chefs militaires roumains, et ils connaissent parfaitement leur histoire, ils connaissent parfaitement leur histoire militaire, et ils connaissent parfaitement notamment la partie de la Première Guerre mondiale et du général Berthelot, donc ce sont toujours l'occasion pour moi d'avoir des discussions passionnées avec mes homologues roumains dans ce domaine-là, et puis évidemment de faire le lien avec aujourd'hui, où aujourd'hui encore, la France est aux côtés de la Roumanie dans des temps troublés comme ça peut être le cas par le passé. On a parlé du passé, de cette relation forte et puissante de la relation militaire entre la France et la Roumanie. On est arrivé dans le présent. Parlons un peu du futur. À quoi s'attendre? Qu'est-ce qui va suivre? Alors, ce serait difficile aujourd'hui de se projeter dans le futur pour énormément de raisons. C'est-à-dire que si je reviens à 2022, à ce qui a précédé le conflit et la manière dont le conflit, la guerre en Ukraine s'est déroulée depuis, il y a eu énormément de ce qu'on appelle de surprises stratégiques. C'est-à-dire qu'il y a eu énormément de choses qui étaient peut-être prévues ou peut-être imaginées comme options possibles, mais rarement les options préférentielles. Puisque au départ, il était dit que la Russie n'attaquerait pas à l'attaquer. Au départ, il était dit que l'Ukraine ne tiendrait pas 15 jours. Là, on est bien en 2024 aujourd'hui. Il y a eu également, côté russe, l'épisode Prigojine, voilà, qui n'avait pas été prévu par grand monde. Donc, de ce que je retiens de ce conflit, c'est très difficile de prévoir la suite. Ce qu'on peut constater aujourd'hui, c'est la très grande résistance de l'Ukraine, la très grande résistance de l'armée ukrainienne sur une ligne de front, puisque quand on regarde comparativement la Russie aujourd'hui en termes de puissance militaire et l'Ukraine aujourd'hui en termes de puissance militaire, voilà, c'est un courage extraordinaire, une résistance très forte, et qui n'était pas forcément peut-être l'idée que certains avaient au début du conflit, et qu'on constate aujourd'hui très clairement. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on voit dans les médias, qui représente une partie de la réalité, et puis il y a le terrain où, quels que soient les éléments qui apparaissent dans les médias aujourd'hui, on voit cette très forte résistance de la partie ukrainienne, et en tant que militaire, voilà, qui force un peu l'admiration sur la manière de faire face à cette guerre, sur la manière de faire participer sa population, sur des vertus de courage, qui sont des vertus pas uniquement militaires, mais là en l'occurrence dans le cadre d'une guerre, qui sont un peu des vertus cardinales,
et sur lesquels repose une grande partie des facteurs de succès. Donc ce serait compliqué aujourd'hui, pour revenir à ta question, de savoir quels seront à court, moyen ou long terme les suites de la manière dont ce conflit va se prolonger. C'est vrai, le futur est de plus en plus imprévisible, mais le tout c'est de s'y préparer. Et la Roumanie s'y prépare avec l'appui de l'OTAN, parce que tout seul ici, on aurait été mal. J'ai plein d'amis qui me disent à quel point ils sont rassurés par la présence de l'OTAN en Roumanie. Et justement, je voulais t'aborder au sujet du fait qu'on en parle. En fait, tu es venu ici, on t'a invité, tu as répondu à notre invitation, on te remercie. Pourquoi c'est important d'en parler? Pourquoi c'est important de parler de cette présence de l'OTAN en Roumanie? Parce qu'en temps de paix, bon, les gens ne s'intéressent pas beaucoup aux choses militaires. Mais là, à proximité du conflit, la question militaire devient une question d'actualité. Donc le fait de parler, je pense que c'est important. Le fait de montrer ce qui se passe au niveau de la présence otanienne en Roumanie, c'est très important pour l'opinion publique. Comment tu vois la chose? Tu as entièrement raison, c'est extrêmement important d'en parler, puisque notre mission principale, en tout cas les troupes de l'OTAN qui sont aujourd'hui engagées en Roumanie, mais c'est le cas dans tout le flanc est de l'Europe aujourd'hui, c'est une mission de dissuasion. Et c'est important en effet d'envoyer des troupes, c'est important de se préparer, c'est important de travailler sur l'interopérabilité, la capacité de travailler ensemble, c'est important de montrer que voilà, nous disposons de capacités, parce que dans le cadre de cette mission de dissuasion, il faut montrer finalement l'importance que revêt le dispositif militaire otanien en Roumanie. C'est important de montrer les capacités qui sont aujourd'hui celles de l'OTAN en Roumanie. C'est important de montrer et d'annoncer les capacités qui pourraient être celles de l'OTAN demain en cas d'augmentation du dispositif telle qu'elle est prévue d'ores et déjà aujourd'hui. Ça participe clairement de cette mission de dissuasion. Et en effet, il faut en parler. Ça, c'est le premier point. Et puis le deuxième point que je vois dans la question que tu poses, cette notion de défense collective, c'est également important de montrer cette solidarité stratégique que l'on a au travers de cette organisation de sécurité collective qui est l'OTAN. 32 pays maintenant, depuis l'intégration des pays et des 2 derniers pays nordiques, de montrer cette solidarité stratégique, de montrer cette notion de sécurité collective, c'est-à-dire que tout le monde est concerné aujourd'hui dans l'OTAN par la sécurité du flanc Est. Tout le monde est concerné aujourd'hui dans l'OTAN par la défense et par la protection, en tout cas, des frontières de l'OTAN qui sont celles, aujourd'hui en Roumanie, de la partie Est. Donc c'est, d'une part, la partie dissuasion, le montrer à l'extérieur, c'est très important. Et d'autre part, en interne, voilà, de renforcer cette solidarité stratégique, cette notion de sécurité collective qui est le fondement essentiel de notre système de sécurité aujourd'hui au sein des pays de l'OTAN. Je ne connais pas de pays développés, prospères, qui ne disposent pas d'un système de défense puissant. Parce que finalement, projeter un système de défense puissant assure à cet espace occidental dans lequel on vit maintenant aussi en Roumanie, la prospérité. Sans projection militaire, d'une force militaire, ta prospérité est toujours remise en question. Il y a toujours quelqu'un qui peut avoir l'idée de venir te voir pour te dire que ta maison est sa maison, ainsi de suite. On a vu tout le temps, tout au long de l'histoire, on a vu toutes ces histoires-là. Mais le fait de pouvoir projeter une force militaire, ça, c'est une garantie du bon développement, de la prospérité d'un pays. C'est mon impression, mais tu vois comment ces choses-là? C'est-à-dire que le fait de projeter, si je ramène ta question à la situation que nous vivons aujourd'hui en Roumanie et l'organisation de la sécurité collective de l'OTAN, depuis 2014, l'OTAN s'est mis en marche pour réactiver un certain nombre de choses et retrouver, on va dire, une capacité militaire assez plus forte qu'elle ne l'était, peut-être plus interopérable aussi, et pour faire le lien avec ta question, plus en capacité de projeter des forces. Et aujourd'hui, sur le flanc est de l'Europe, en Roumanie, puisque c'est le cas, ça fait partie des missions qui sont les nôtres ici, on doit être capable de pouvoir projeter un volume de force, et le système est construit comme ça. Prendre l'exemple de la Roumanie, depuis le sommet de Madrid de 2022, il est prévu que
un certain nombre de pays de l'OTAN s'engagent à projeter des troupes sur le flanc Est. Et c'est le cas de la France en Roumanie. La France s'engage à projeter des troupes d'un niveau brigade aujourd'hui en Roumanie. Niveau de brigade, c'est environ 4000 hommes dans des délais finalement assez courts. Et ça fait partie d'une des missions qui sont les nôtres, en tout cas qui sont les miennes aujourd'hui, c'est-à-dire de créer les conditions de cette projection, de s'y préparer et puis dès 2025 de le jouer. On aura en 2025 un exercice d'ampleur qui aura lieu en Roumanie et qui verra une projection de force de niveau brigade multinationale, même si elle sera majoritairement française, de la partie ouest de l'Europe jusqu'en Roumanie pour valider un petit peu ce processus de montée en puissance. Donc oui, en effet, notre système de sécurité collective aujourd'hui repose en partie aussi sur la capacité que l'on a, que tous les pays de l'OTAN ont, à pouvoir projeter des forces. Et puis, si on fait le lien avec notre mission opérationnelle ici et l'actualité, projeter des forces sur le flanc Est. On approche la fin de l'interview. À part le côté accueillant des Roumains qui t'a agréablement surpris, qu'est-ce qui t'a touché dans ce pays? Qu'est-ce qui te frappe? Qu'est-ce qui te fait dire que ça fait du bien d'être là? Beaucoup de choses. Alors, parfois je me pose la question, je me dis, voilà, parce que mon affectation ici a un temps et à un moment je devrais quitter la Roumanie, quitter mon poste. Et je me suis posé la question parfois je me pose la question en me disant, qu'est-ce qui me manquerait en quittant la Roumanie? C'est peut-être une manière inverse de voir les choses. Et donc, qu'est-ce que je garderai de la Roumanie, même si évidemment, je ne compte pas partir tout de suite. J'espère faire encore un moment en Roumanie et compléter cet aspect-là. Alors, à Bucarest, tout d'abord, ce qui m'a séduit, ce qui m'a frappé, c'est le côté vivant de Bucarest et qu'on voit revenir à l'occasion des beaux jours, cette espèce de dynamisme, ce mélange qui est entre un dynamisme de la ville, avec tout le temps des activités, des rues piétonnes, des concerts de rue, des roulottes où on peut déjeuner, mélangé avec un côté très familial. Il y a tout le temps du monde dehors. Il y a une ambiance vraiment que je trouve assez incroyable, familiale, dans les rues. Quand on lit ça avec la partie très verte que je trouve à Bucarest, pour rester d'abord sur Bucarest, le parc Carol Ier, le parc Sismigu, évidemment le parc Erestrau qui est incroyable avec cette série de lacs. C'est des choses que je n'ai pas forcément connues par le passé. Je venais d'un secteur ouest parisien très, très, très urbanisé avant d'arriver en Roumanie, avec une pression immobilière très forte. Voilà, j'ai l'impression finalement, même à Bucarest, de revivre à travers de cette... Donc, ce côté très aéré, très vert, ce côté très festif que j'ai découvert à Bucarest, ce côté également très familial, et puis ce bon équilibre qui est entre le côté dynamisme festif et puis familial, que je ne connaissais pas au préalable. Si on sort de Bucarest, le côté très naturel, assez incroyable. J'ai eu l'occasion très régulièrement de me déplacer en Roumanie, dans beaucoup de régions, alors parfois à titre professionnel, donc ça me donne moins l'occasion de voir la Roumanie, mais très souvent également, ou en tout cas autant que je peux à titre personnel, la Transfagarachan, la Transylvanie, le delta du Danube, voilà, ce que je prévois de faire plus tard, la Bucovine, les Maramuresh, pour aller au contact de ce mélange harmonie entre nature préservée et tradition préservée qu'on voit en Roumanie. Autre aspect de la Roumanie qui m'a particulièrement frappé et que je garderai, c'est ce côté harmonieux de tradition vivante. J'étais particulièrement frappé au mois de mars, à quasiment une semaine d'intervalle, l'entrée dans le printemps, la fête de Martichor, avec ces petites broderies rouges et blanches qu'on offre, ces fleurs qu'on offre aux femmes, y compris dans mon boulot. Voilà, on a offert à toutes les femmes de mon travail des bouquets de fleurs, des petites broches Martichor. J'ai trouvé ça assez frappant, ce mélange de tradition, mais tradition harmonieuse, c'est-à-dire tradition qui fait que tradition vivante, tradition tournée vers le futur, si on pourrait revenir sur le thème de l'émission, qui fait qu'il y a ce lien et que ce sont des traditions qui servent finalement à la symbiose ou à l'esprit collectif. Et puis, 8 jours après, une fête d'origine religieuse des 40 martyrs, où là, pour le coup, j'ai eu l'occasion d'être invité à ce moment-là par une famille franco-roumaine, et on m'a servi ces délicieuses pâtisseries, ce pain brioché à la fête des 40 martyrs,
imbibé de sirop qui était absolument délicieux, fait maison. Je tiens à le souligner que c'était assez incroyable et qui font qu'encore une fois, j'ai été frappé par ce maintien de cette tradition vivante. Et puis dernier point, mais je dis ça, il y en aurait évidemment plein d'autres, mais si j'avais un dernier point à évoquer, que je retiendrai de la Roumanie et qui m'a vraiment très marqué, qui est une source d'intérêt et de curiosité renouvelée pour moi, ici c'est l'histoire de ce pays. Je me suis penché avant d'arriver en Roumanie, mais plus encore depuis que je suis là, puisque depuis que je suis là, c'est au travers des rencontres, c'est pas seulement au travers des livres que je lis, sur l'histoire de ce pays, la manière dont, depuis notamment le 19e siècle, mais pas que, puisqu'il y a énormément d'influences historiques, a émergé le sentiment national et comment l'émergence de ce sentiment national a fait qu'il y a eu une volonté humaine de construire quelque chose au travers de quelque chose qui auparavant n'était que des empires finalement assez distincts dans cette région-là, des provinces très singulières et l'émergence d'un sentiment national roumain au 19e siècle, la manière dont c'est construit avec l'aide de la France, mais pas que, au XXe siècle, et comment aujourd'hui, dans un pays finalement d'une extrême richesse en termes de diversité, de langues, de culture, voire même de religion, même s'il y a la religion orthodoxe qui est évidemment majoritaire, mais il y a quantité d'autres religions. Hein. Je suis toujours frappé quand je vais dans une ville comme Cluj de voir qu'il y a des cathédrales d'origine, de cultes différents qui sont dans la même ville, à pied, à portée l'une de l'autre. Voilà, c'est quelque chose d'assez incroyable quand on voit dans l'histoire même de l'Europe les guerres de religion, des guerres qui ont pu avoir lieu dans des pays pas si lointains de la Roumanie, comment finalement un pays comme la Roumanie, grâce à cette volonté quelque part de vivre ensemble et avec des choses quand même très différentes à l'origine, on a réussi à faire que ce pays émerge, vive ensemble et cultive ce sentiment très fort et que je vois moi au quotidien, puisque les militaires roumains sont très fiers, évidemment très fiers de leur pays et cultivent ce sentiment roumain. Donc ça c'est vraiment une des choses sans doute que je garderai le plus de ce pays et que je continue à entretenir, que je continue à creuser à travers de mes lectures et de mes échanges et qui est un sentiment pour moi de très forte curiosité et puis je peux le dire, de passion quelque part. En tout cas ça l'est déjà et ça le deviendra encore plus. Mon général, une dernière cet tu sens comment ici, chez Nous venons du futur? Ah, je me sens comment en Roumanie? Ici, dans cet espace Nous venons du futur. Ici, je me sens... déjà, c'est pas la première fois que je viens. C'est la deuxième fois puisque j'ai eu la chance d'être invité à l'inauguration. Non, je me sens connecté entre le futur et le présent. C'est-à-dire, je me sens... C'est un peu ce que j'évoquais avec la partie tradition tout à l'heure, tradition roumaine, mais finalement qui ont un sens, qui ne sont pas quelque chose tourné vers le passé, mais qui sont pour moi des choses qui sont résolument tournées vers l'avenir parce qu'elles permettent le vivre ensemble, elles permettent le collectif. Eh bien, c'est un peu ce que je perçois ici, c'est-à-dire que c'est un futur très directement connecté au présent. Voilà, qui fait que je sens que je viens du futur quand je suis ici sur ce plateau avec toi. Welcome to the future. Un grand merci pour cette invitation, Mirel. Merci mon général. Vous pouvez nous trouver à l'adresse noivenindivitor.ro, tout en un seul mot, noivenindivitor.ro. Nous sommes également sur YouTube, LinkedIn, Instagram, TikTok et Facebook. Vous pouvez nous écrire à l'adresse noivenindivitor@gmail.com. Nous attendons des suggestions et des idées pour les futurs invités du podcast Nous venons du futur. Vous nous dites qui vous voulez, nous les invitons. Je suis Mirel Bran et je vous entends à Nous venons du futur. Portez-vous bien et ne vous inquiétez pas, nous venons du futur et tout va bien.